Remercie infiniment nos invités, donc, qui sont restés solidaires à nos côtés malgré l'adversité, puisque cette réunion a été annulée, et donc voilà, ils ont bien voulu revenir nous voir. Je commence donc en vous présentant. Monsieur François Burga, vous êtes politologue, spécialiste du monde arabe contemporain, directeur de recherche au CNRS, il me semble que c'est l'Institut de recherche et d'études sur le monde arabe et musulman à Aix-en-Provence. Si je dis de bêtises, il faut me corriger. Vous étiez d'ailleurs à Damas comme directeur de l'IFPO de 2008 au 2012. L'IFPO, c'est l'Institut français de Proche-Orient, pardon. L'IFPO s'est déplacé pour cause de révélation au Liban, et vous avez quitté en fait la région en 2013, donc vous êtes un témoin direct finalement des événements pendant 2 ans en Syrie. Sous votre direction ainsi que celle de Bruno Paoli, vous avez commis Pas de printemps pour la Syrie, dont le sous-titre est « Les clés pour comprendre les acteurs et les défis de la crise ». C'est sur une période donc, de 2011 au 2013, à la découverte. Donc, M. Ziad Majed est chercheur politologue. Il enseigne donc la science politique et les études du Moyen-Orient contemporain à l'Université américaine de Paris. Vous avez des contacts suivis avec le Liban, votre pays d'origine, et vous avez donc vous êtes en contact avec le terrain, autrement dit. Vous avez commis également Syrie, la révolution orpheline, chez Actes Sud. En fait, il a été écrit, j'ai appris qu'il y avait une version arabe en 2013 et la version française donc, qui a été éditée chez Actes Sud en 2014. Vous êtes tous les deux, donc, vous avez été mobilisés dès le début de la question syrienne, dès le début de la révolte populaire, pour le dire de manière plus précise, en 2011, et vous continuez à l'être d'ailleurs. Avant de vous céder la parole, donc, je me permets de dire un mot au nom de l'organisateur de cette soirée, qui est le collectif Lyon 69, avec la révolution populaire syrienne. J'ai la voix qui tremble, mais ne vous inquiétez pas, ça va se calmer. Parce que j'ai beaucoup couru. Donc, un petit mot. En fait, lorsque l'attentat, justement, Charlie Hebdo a eu lieu le 7 janvier, un nom s'est rappelé à moi, comme à beaucoup d'autres Syriens d'ailleurs. C'est Ali Ferzat. Le 25 août 2011, c'est un dessinateur syrien. Ali Ferzat a été sauvagement agressé dans un quartier à Damas, alors qu'il rentrait chez lui de son bureau, donc, par des hommes armés et masqués. Et lui ont brisé les deux mains parce qu'il a osé caricaturer donc son dieu Assad, disent-ils. Ils l'ont laissé pour mort, gravement blessé aux mains et à l'œil gauche, jeté comme un sac de poubelle loin sur une route conduisant à l'aéroport de Damas. Les Syriens savent ce que c'est, ce que veut dire la liberté d'expression. Non pas parce qu'ils l'ont pratiquée, mais parce qu'ils en sont privés depuis un demi-siècle. On les tue d'ailleurs depuis 4 ans parce qu'ils la réclament. Lorsqu'ils ont défié le régime sanguinaire un jour de printemps, en mars 2011, ils n'aspiraient ni à la mort, ni à la destruction de leur pays, ni à l'invasion de hordes communautaires pro-régime et d'autres soi-disant contre le régime. Ils aspirent, comme vous et moi, à une vie digne dans un pays démocratique. Face aux manifestations pacifiques du peuple à travers toute la Syrie, Assad fils, comme son père avant lui, a répondu par une répression sanglante avec son lot de tortures, de viols, de destruction systématique de villages et de quartiers entiers. Vient ensuite Daesh,
manipulés en sous-main par le régime syrien, mais prétendant lutter contre Bachar al-Assad, alors qu'il combat en fait l'insurrection populaire et s'emploie à éliminer d'ailleurs, comme Assad, les militants pacifistes. C'est pour dire que la révolution syrienne vit sa contre-révolution avant même d'atteindre ses objectifs. Le peuple est abandonné à son tragique sort, donc entre deux forces assassines qui jouent l'affrontement communautaire, mais que les Syriens rejettent depuis 4 ans. 4 ans durant, d'ailleurs, les Syriens ont vécu avec des promesses de soi-disant amis de la Syrie. Le pays est pratiquement vidé de sa population, des centaines de milliers de morts et de prisonniers, mais la communauté internationale joue le statu quo. Même les promesses d'accueil de réfugiés, d'ailleurs, dans le pays en question ne sont pas à la hauteur de la tâche, de la tragédie de ce peuple. Certains pays commencent à réviser leur position dont la seule boussole, bien entendu, sont les intérêts donc, géopolitiques et économiques. Les manœuvres ne manquent pas aujourd'hui pour peser et réorienter la position officielle de la France, puisque nous sommes en France, vers ce que les lobbyistes pro-Assad appellent et qualifient d'une politique équilibrée et neutre, prétendant pouvoir mieux peser sur les différents partis en conflit. Et je laisse aux intervenants le soin de détailler cette question s'ils le souhaitent. En réalité, ce qui a toujours fait défaut à la révolution syrienne et qui fait toujours défaut à la révolution syrienne et laisse la main libre aux forces les plus réactionnaires est un véritable soutien, en fait, politique dans nos pays, de forces politiques et de mouvements ouvriers, de partis et de syndicats. C'est pour cette raison-là, et pour créer une dynamique de soutien en fait et de solidarité avec la révolution syrienne dans la région lyonnaise et sortir cette cause juste de son isolement, que le collectif unitaire Lyon 69, donc avec la révolution syrienne, populaire syrienne, a été créé. Il s'est constitué lors d'une réunion fin donc septembre. Parmi donc les membres de ce collectif, c'est le CECILD, donc Comité d'information pour un Syrie libre et démocratique, le NPA, Ensemble, l'Insurgé, l'Union syndicale solidaire, Émancipation et GFP. C'est un premier pas, évidemment, vers un collectif plus large et nous espérons que d'autres forces se joindront à nous en route. La création de ce collectif est le fruit conjointement en fait d'un nombre d'actions politiques menées par le CECILD sur la place lyonnaise depuis sa fondation il y a 1 an maintenant, et celle de militants de gauche qui n'ont pas ménagé leurs efforts pour soutenir et expliquer la révolution syrienne au sein de leurs syndicats ou partis. Nous affirmons que seule une réelle solidarité avec les combats de peuple pour leur liberté nous permet à tous, ici comme là-bas, de vivre en paix. Voilà. Voilà le mot au nom donc du collectif. Et maintenant donc je laisse la parole à M. Burger pour commencer. Merci à vous, cher Najwa. Il marche là ? Oui, il marche. À vous en tant que personne et à vous au nom en tant que représentant le collectif qui nous permet d'échanger ce soir. Et puis moi j'ai une petite pensée pour le jeune en scooter qui m'a ramené de Faisin, où je serais encore s'il ne m'avait pas remis sur le bon quai, car le mauvais lyonnais que je suis avait fait trop confiance à son GPS. Ça devient de plus en plus difficile, on ne sait plus quel registre adopter quand on parle, on se voit souvent avec Ziad. Et on se dit, tiens, cette fois-ci, quelle approche, quelle angle. Donc, est-ce qu'on est sur le registre de l'explication, pourquoi on en est arrivé là? Est-ce qu'on est sur le registre de la réflexion militante? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Où se situent les verrous qu'on pourrait contribuer à faire sauter pour espérer que la situation évolue? On va dire c'est un petit peu les deux. Moi, je voudrais vous proposer, avec ce temps qui a passé,
3 représentations successives qui correspondent plus ou moins à 3 réalités successives de la crise syrienne, pour qu'on essaye de comprendre un petit peu la phase particulièrement dangereuse dans laquelle nous sommes depuis le mois d'août et depuis le 7 janvier. Août et janvier qui se sont surimposés pour, on va le voir, non pas complexifier et rapprocher la crise de la réalité, mais l'idéologiser et la rendre encore plus éloignée de sa trivialité matérielle. La crise, très souvent, quand j'intervenais sur la Syrie, j'aimais beaucoup, et j'aime toujours autant, citer les paroles du producteur de Retour sur Homs, ce film que vous avez vu, que vous verrez dès demain, il est disponible sur YouTube, qui s'appelle Orwa Arabia, Nirabia, Afwan. Et j'aimais beaucoup ces paroles qu'il avait dit. Pourquoi j'ai fait ce film? J'ai fait ce film parce que tout le monde nous explique que la crise syrienne, c'est très compliqué. Et moi, je voudrais qu'on comprenne que la crise syrienne, c'est une crise très simple. C'est un peuple qui s'est levé contre un dictateur. Et donc, j'aime beaucoup partir de cette remarque de Orwa. Et ça me fournit les 2 premières temporalités. J'ai l'intime conviction, et je l'ai en partie vécu à Damas, que la crise syrienne était une crise simple, était une crise qui s'inscrivait dans la continuité de ce qui s'était passé dans d'autres pays, la fin d'une phase dictatoriale, autoritaire de ces régimes nés dans le contexte immédiatement consécutif aux indépendances, qui avaient fait le plein de ressources nationalistes et qui n'imaginaient pas qu'ils puissent avoir à laisser le pouvoir un jour ou simplement en partie à une génération qui viendrait après eux. Bon, on ne va pas revenir sur cette... Mais la crise syrienne, deuxième temporalité, n'a plus de syrienne que le nom. La crise syrienne n'est plus syrienne. Si la crise syrienne était restée syrienne, si elle était restée inscrite dans les limites humaines des Syriennes et des Syriens, j'exprime l'intime conviction qu'elle serait terminée. Et j'oublie personne. Je ne dis pas qu'il faudrait enlever la Russie, l'Iran. Je dis qu'il faudrait enlever la Russie, l'Iran, l'Arabie Saoudite, le Qatar, absolument tout le monde. Si on enlève tout le monde, la crise syrienne serait terminée. La mobilisation populaire était suffisamment substantielle. La volonté de ceux qui sont descendus pacifiquement, qui ensuite ont été contraints à se militariser, était suffisamment forte pour qu'on ait de très bonnes raisons de penser. Et c'était le cas fin 2012. Mais qu'est-ce qui se passe fin 2012 ? Il y a quelqu'un en Iran qui décide que ça ne se passera pas ainsi. Alors après, on va raisonner avec la référence à l'ingérence extérieure. C'est pas bien l'ingérence extérieure, donc c'est pas bien qu'il y ait une intervention éventuellement occidentale. Mais l'ingérence extérieure, elle a déjà eu lieu. Elle est fondatrice du rythme que va prendre la crise. C'est-à-dire, quelqu'un à Téhéran va dire, eh bien, par Hezbollah interposé, ou par gardien de la révolution, ou par tout autre moyen, le régime de Bachar al-Assad ne tombera pas. Et ça, il faut vraiment en avoir conscience. Ça n'est plus une crise syrienne, c'est une crise régionale, et on peut dire très rapidement sur le long de quelle logique elle s'est internationalisée. Et on y reviendra. Et on y reviendra quand j'essaierai de faire la liste de tous ceux qui, objectivement, maintenant, sont contre la population syrienne, tous ceux qui font que cette crise perdure encore et encore, quel que soit l'état d'esprit des belligérants syriens, puisqu'ils règlent leur compte. On verra qu'il y a l'Iran, il y a la Russie, etc., etc. Et puis, il y a ce que vous avez appelé les amis, qui ne sont pas vraiment des amis, et c'est là que je veux en venir. Mais le troisième temps, la troisième temporalité de la crise syrienne, celle dans laquelle nous sommes entrés maintenant, qui est extraordinairement pernicieuse, cette crise était simple, elle s'est internationalisée, elle est devenue très compliquée. Et maintenant, moi j'ai le sentiment qu'elle est en train de se simplifier à nouveau. C'est de plus en plus simple, les deux camps sont de plus en plus homogènes, la population syrienne est prise entre le marteau du radicalisme de l'organisation de l'État islamique, et c'est pas forcément plus beau en face. Et l'espèce de phobie occidentale à l'égard d'un tissu politique qui ne serait pas expurgé de tout segment de religiosité. Parce que le tous contre Daesh, c'est pas forcément complètement radicalement mieux que le Daesh. On a deux radicalismes qui s'affrontent maintenant. Et au milieu, il y a une population syrienne, je dirais, comme vous et moi. Parce que les Syriens, bon, il y en a beaucoup dans la salle, vous n'écoutez pas, mais ce sont des gens tout à fait normaux. Ils ne sont pas enclins à fabriquer
des gouvernants d'un radicalisme absolu s'ils ont la possibilité de s'exprimer et de les choisir. Eh bien, au milieu, il y a le tissu politique de la société syrienne qui est pris entre ces deux machines à broyer, hein, qui sont particulièrement redoutables. Alors, comment elle s'est complexifiée? Il faut redire un tout petit peu comment elle s'est complexifiée, c'est-à-dire comment elle s'est internationalisée, la crise syrienne. Alors, l'Iran, on l'a dit. Quel est l'agenda de l'Iran? On devrait le citer en dernier, parce que c'est bien l'Iran qui, le premier peut-être, a importé assez explicitement à l'échelon régional le poison de l'appartenance sectaire. Parce que dans l'agenda de l'Iran, il y a quand même bien l'idée qu'il faut faire attention. Alors, il y a une matrice politique au sens le plus universel du terme. C'est le conflit israélo-arabe. Je me range dans le camp du régime qui a été mon allié pour lutter contre Israël. Mais très vite derrière, dès qu'on va creuser un tout petit peu, dès qu'on va regarder la nature des manifestations qui sont organisées à Beyrouth, quand le Hezbollah monte en ligne, on voit que le poison sectaire est pas loin. L'Iran a peur de voir des régimes sunnites s'aligner autour de lui. Il a besoin de garder cet espace stratégique qu'est la présence d'un régime qui ne viendra pas le chercher sur le terrain de l'appartenance sectaire. Pour résumer le sens de l'irruption russe dans le conflit syrien, il n'y a besoin que d'un mot, c'est tout à fait exemplaire. Ukraine. Ukraine. La Russie règle ses comptes dont la crise ukrainienne dit la teneur avec les Occidentaux. Alors, il faudrait rajouter, ils n'ont pas aimé la façon dont nous avons interprété le laissez-passer onusien lors de la crise libyenne. Mais disons, d'une façon générale, les Russes règlent sur le dos des Syriens leurs comptes avec les Occidentaux dans une bonne vieille compétition pour gagner l'influence au niveau non seulement régional, mais mondial. Hein. Et après, le troisième camp qui va complexifier, qui va internationaliser et complexifier, c'est le camp des amis de la Syrie. Il faut mettre des gros guillemets. Parce que les amis de la Syrie ont d'abord des agendas extrêmement variables. Les monarchies arabes conservatrices n'ont pas exactement le même agenda que la France quand on perçoit un agenda autre que pétrolier et tactique. Mais disons, les partenaires, les amis de la Syrie ont déjà des agendas extrêmement divisés et ça va se traduire de façon meurtrière de plusieurs façons, notamment par les tiraillements et les déchirements qui vont être imposés à l'opposition syrienne en exil, que l'on va sommer d'être d'accord avec tout le monde, alors qu'elle ne peut pas avoir recours à la procédure électorale qui répartit un peu les ressources. Elle est divisée entre Istanbul, le Caire, du temps avant que la démocratie ne fasse ses ravages dans ce pays, Paris et, le cas échéant, les États-Unis. Donc les amis de la Syrie sont extrêmement divisés, mais ce n'est pas là que je vais en venir, ce n'est pas là le pire. Les amis de la Syrie vont être pris dans cette folie, dans cette phobie qui, depuis le 7 janvier, ou plutôt plus particulièrement depuis le 11 janvier, a pris une dimension particulièrement explicite, qui est une espèce de réticence émotionnelle, irrationnelle, à toute expression politique qui fait usage d'un tel ou tel segment du vocabulaire de la religion musulmane. Et ce glissement va expliquer le fait que de vrai soutien, il n'y en a jamais eu. Tout de suite, dès le début, le soutien des Occidentaux n'était pas digne de ce nom. Tout de suite, dès le début, il y a eu un veto américain très net sur les seules armes qui pouvaient infléchir le rapport de force, qui auraient été des armes de moyenne portée antiaérienne, pour empêcher que des hélicoptères viennent à 2000 mètres d'altitude narguer et anéantir la population avec leurs barils. Et ça, on ne l'a jamais fait. Les hélicoptères de régime ont toujours eu la possibilité, l'impunité totale de circuler et de venir massacrer jusqu'à ce jour, hein, jusqu'à aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment le talon d'Achille de ce soutien occidental. Alors, nuançons, la France a fait des petits pas. La France a donné quelques missiles moyenne portée pour détruire des chars à 5 groupes triés sur le volet. Mais disons, il y a eu tout de suite une suspicion telle que
les gens qui faisaient confiance aux Occidentaux n'ont pas été crédibilisés sur le terrain. Moi, j'ai rencontré des combattants à Amman. J'étais à l'arrière de la voiture et à l'avant, ils disaient « Je crois qu'il ne nous reste plus qu'une chose, il faut changer de nom. » Parce qu'il s'appelait Ahl al-Sunnah. C'était too much. C'était too much de s'appeler Ahl al-Sunnah. Donc, il fallait changer de nom, donc il fallait s'appeler Mini-Jupe et Johnny Walker. Sinon, on n'avait pas la confiance du tissu politique occidental. Et ça c'est quelque chose qu'on a peu analysé au début, mais qui est au cœur du dérapage de la relation des Occidentaux avec, qui ont imposé immédiatement des contingences idéologiques. Il faudra qu'il y ait absolument toutes les minorités bien représentées. Et vous êtes sûr que vous n'avez pas oublié un Kurde. Et tout cela était irréaliste. Et tout cela a obéré le processus d'institutionnalisation en exil d'une opposition qui aurait gardé le contact avec les groupes armés. Donc on a alimenté le processus qui a fait que progressivement, indiscutablement, les gens sont allés vers ce qui était plus ou moins efficace. Et ce qui était plus ou moins efficace, et là je m'auto-punis de ne pas avoir vu ça. On avait les yeux fixés sur la Syrie un peu trop. On ne voyait pas ce qui était en train de se passer en Irak. On ne voyait pas, on ne prenait pas la mesure des contre-performances du régime irakien et comment il était en train de stigmatiser la communauté sunnite, des pans entiers de la communauté sunnite qui allaient se solidariser avec ceux qu'ils avaient combattus 3 ou 4 ans avant, qui était l'aile radicale, qui était Al-Qaïda. Al-Qaïda avait été délogé, c'était le grand plan du général Petrus, il avait été délogé par les tribus sunnites. Et bien là, l'équilibre va basculer et des pans entiers de la communauté sunnite irakienne vont faire confiance aux radicaux islamiques. Ce qui est en train de se passer dans plusieurs points du globe. Petite parenthèse, dans plusieurs points du globe. Au Yémen notamment, récemment. Mais jusqu'à un certain point, au Mali, quand des Touaregs ont dit il n'y a pas le choix, on va faire confiance aux djihadistes. Et ça, ce processus-là, on doit vraiment l'avoir présent à l'esprit. Ça ne suffit pas de tenir un discours de criminalisation sur les radicaux, il faut comprendre la machine qui les a produits. Alors ce qui est en train de se produire maintenant, mais je pense qu'on peut conclure déjà, c'est comment sommes-nous entrés dans le conflit syrien activement. Nous sommes restés l'arme au pied pendant 4 ans. Nous avons regardé des dizaines de milliers de gens mourir, des civils par des barils d'explosifs. Nous n'avons pas bougé et nous expliquions au monde entier toutes les raisons pour lesquelles il était absolument inconcevable. Il y avait des raisons techniques, il y avait des raisons éthiques, il y avait tout ce que vous voulez. Et peut-être était-elle bonne. Je ne dis pas que c'était la seule raison. Mais on est resté l'arme au pied pendant presque 4 ans et tout d'un coup, tous ces obstacles-là, toutes ces limites, toutes ces difficultés ont volé en éclats. Et qu'est-ce qui a fait changer? Pourquoi on a changé du jour au lendemain? Regardez bien, dès lors que les victimes ont cessé d'être spécifiquement musulmanes. C'est tout, c'est la clé. Dès lors qu'on a dit, c'est les minorités, c'est les yazidis. On égorge des journalistes étrangers, mais des journalistes étrangers, des chrétiens, il y en avait déjà des milliers de morts dans le conflit. Mais non, là, cette logique, et Dieu sait que j'aime pas le mot terrorisme, mais là, le mot terrorisme, il faut le réhabiliter. C'est vraiment la stratégie de Daesh, c'est le terrorisme, c'est-à-dire de potentialiser le petit peu de violence, parce que la violence de Daesh, c'est de 1 à 90% par rapport au régime. Mais ça, on a l'impression que les gens l'ont oublié dans la rue. Mais simplement, ces mises en scène, on tue lentement, au ralenti, devant une caméra, et ça fait de l'effet. Et donc, on a abandonné toutes nos réticences à entrer dans le conflit, alors qu'on aurait pu le faire. Soyons honnêtes, la France a été celle qui a, à un moment donné, voulu le faire. C'est le vote du Parlement britannique qui a fait basculer Obama et qui a cessé cette opération. Cette opération, Dieu sait qu'un chercheur en sciences sociales, il n'aime pas parler d'intervention militaire, mais je pense qu'elle aurait eu des chances d'être efficace. Pourquoi je le pense? Parce que à Amman, je me suis entretenu avec des combattants ou des hauts fonctionnaires. Je dis, mais pourquoi vous avez attendu 3 ans pour partir? Il dit, monsieur, on est parti quand il y a eu des rumeurs de frappe occidentale. Tous les rats quittaient le navire, tout le monde allait lâcher, on était dans un état d'incertitude terrible, et donc il se peut très bien qu'une intervention, même symbolique, sur les grandes concentrations militaires au sommet du Jebel, je confonds toujours avec l'Orqassioun, je confonds avec mon Jebel Saber du Yémen, et quelques-unes des bases qui jalonnaient le chemin sur la route de la Jordanie. Ça aurait pu changer, mais on ne l'a pas fait. Et là,
par miracle, on l'a fait, massivement, en chantant, mais du mauvais côté du rapport de force. On le fait objectivement au service du régime, au service de l'émetteur principal de la violence. On le fait objectivement dans une démarche qui va prolonge la survie du régime. Et ça, c'est une catastrophe. Et bien sûr, ce dérapage émotionnel de la classe politique française et de tas de gens parmi nous, il y a ceux d'extrême droite et il y a ceux d'extrême gauche, on se rejoint là dans ce dérapage émotionnel vis-à-vis de l'interférence de la religion musulmane avec le politique. Il n'y a personne qui peut donner des leçons à personne. Et bien sûr, le 7 janvier a fait voler en éclats les derniers neurones qui nous permettaient de garder une lecture rationnelle de ce qui est en train de se passer et sur lequel on a l'impression, comme vous le disiez, que maintenant, voilà, depuis le 7 janvier, ou pire, moi je dis le 7 janvier c'était horrible, mais je sais, j'ai choqué certains d'entre vous, pour moi le pire c'était le 11. C'est-à-dire qu'on a reconstruit le socle républicain sur des bases foireuses. On pourra revenir dans la discussion, mais on pouvait construire le socle républicain sur notre rejet unanime, sur notre condamnation absolue de l'irruption de la violence pour régler des différends entre Français, mais il fallait s'arrêter là. Il ne fallait pas nous demander d'aller plus loin. Il ne fallait pas nous demander de cautionner la ligne éditoriale de Charlie pendant 50 ans. Là, il ne fallait pas nous demander de défiler derrière Netanyahou. Il ne fallait pas nous demander de défiler derrière Ali Bongo, etc., etc., etc. Et on pourrait reprendre tout ce qui a fait que... Moi, j'ai écrit un papier où j'ai dit « La République s'est tirée une balle dans le pied le 11 ». C'est tirer une balle dans le pied. C'est-à-dire que ça ne nous rapproche pas, ça ne nous éloigne pas d'un nouveau 7 janvier, ça nous rapproche d'un nouveau 7 janvier. C'est-à-dire que nous aggravons les dysfonctionnements de la République qui ont produit des individus désireux d'entrer dans ce cercle de violence. Et bien sûr, ce qui est dramatique aussi, c'est que nous faisons une lecture purement hexagonale de ce drame. Nous ne faisons pas le zoom arrière qui nous permettrait de voir pas seulement les victimes des Kalachnikov, mais aussi les victimes des bombes, des F-16 et des drones. Dans ce cher Yémen, 820 morts. Personne ne connaît ce chiffre. 820 morts, des frappes de drones. Voilà, depuis le 7 janvier, depuis le 11 janvier, j'ai l'impression que Zad Attin Bala, Arabi, ou de Karivansila, mais disons ça s'est pas amélioré. J'espère que je vais être contredit radicalement par Ziad, qui m'a donné une image optimiste du futur proche. Merci Ziad. Merci.